Bonjour à tous et bienvenue à la Fabrique de la médiation, le premier épisode de l'éducation artistique et culturelle organisé par l'IDAC, qui est l'agence culturelle du département. Donc on est un outil de coopération publique et on est aussi un outil qui coordonnons, animons des communautés de partenaires. Et là on est avec aujourd'hui une communauté de partenaires très créative qui est le réseau médiation en fait et qui réunit plus d'une trentaine de partenaires sur l'ensemble du département. Et donc ces partenaires, ce sont à la fois des communes, des communautés de communes, il y a aussi une scène nationale, un théâtre national, mais aussi des scènes conventionnées qui nous accompagnent dans des projets de médiation que l'on co-construit ensemble et que l'on invente régulièrement. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a appelé ce temps de rencontre la fabrique de la médiation, parce qu'on est vraiment dans cette idée d'être dans de l'expérimentation et de l'innovation auprès de tous les acteurs que vous êtes. Voilà. Merci Christine. Merci Christine. Donc cette année, c'est un petit peu particulier, comme on vient de le dire. C'est un format un petit peu innovant. Donc, qui dit format innovant, dit outil innovateur. Donc, on va être ensemble en direct pendant 1h30. Il y a un chat dédié également sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Julia, juste derrière moi, va y répondre. On va faire des petites pauses au fur et à mesure de l'émission justement pour collecter vos questions et y répondre. Et pas d'inquiétude, si jamais on n'a pas le temps de poser toutes les questions, elles trouveront réponse à la fin de l'émission par écrit, il n'y a pas de souci. Et en fin d'émission, on vous enverra également par mail toutes les informations nécessaires pour pouvoir mener à bien un projet. Peut-être un mot sur le programme. Donc tout d'abord, on va commencer par une table ronde. Ensuite, vous découvrirez la ressourcerie des outils de médiation. Et enfin, comment monter un projet, la pratique. Sans plus attendre, on peut démarrer par la table ronde qui est animée par Marie Fadjani. Jingle. Bonjour à tous. Je vais peut-être présenter les participants de cette table ronde. Donc nous avons Manon Lesage qui est ici avec nous et qui est médiatrice culturelle pour la scène Le Carré-Colonne. Nous avons Clément Dumest qui est professeur relais pour la DAC. Et Thomas Visonneau, metteur en scène et comédien. Donc, sur cette table ronde, nous allons aujourd'hui échanger sur les parcours d'éducation artistique et culturelle. Et on va plus particulièrement se questionner sur la manière dont ces parcours peuvent contribuer à sensibiliser les citoyens de demain. Vaste projet. Avant de commencer, peut-être qu'on peut rappeler et s'interroger sur ce qu'est un parcours d'éducation artistique et culturelle. Peut-être que Marion, tu veux nous en parler ? Bonjour. Donc l'éducation artistique et culturelle, on a l'habitude plus communément d'appeler ça l'EAC, donc en jargon. Donc, il est possible que je réutilise ce terme à plusieurs reprises. Donc, l'EAC, c'est permettre à des élèves de la maternelle au lycée de pouvoir rencontrer des œuvres, qu'elles soient aussi bien plastiques, littéraires ou vivantes, rencontrer des artistes, aller à la rencontre des lieux, également pratiquer, donc à travers des ateliers de pratique artistique. C'est permettre à ces élèves d'acquérir des connaissances qui vont être complémentaires, différentes de ce qu'ils peuvent aborder en classe habituellement. Donc, par exemple, dans le cadre d'un projet qu'on a mené ces trois dernières années dans le Sud Médoc avec le Carré-Colonne, on a construit un parcours à l'année fait de spectacles, d'ateliers de pratique, de visites des théâtres, de rencontres avec les artistes. Ce parcours-là, il est... les différents membres de l'équipe pédagogique des établissements sont saisis donc à différents postes. Ça peut être aussi bien le principal adjoint qu'une directrice d'école, que les documentalistes. Et dans notre cas, il existe dans différentes classes de différents établissements, mais un projet d'EAC, ça peut aussi exister avec une seule classe, un seul enseignant. Ça peut exister aussi avec une classe, mais plusieurs enseignants de matières différentes au collège, par exemple, qui souhaitent travailler en transdisciplinarité sur une thématique. Donc voilà, ça peut exister de plein de façons différentes en fonction des envies et des possibilités.
dans le cadre pour aller un petit peu plus dans le détail de ce projet-là, dans le cadre donc, de ce projet dont je vous parlais dans le Sud Médoc, nous, on a travaillé sur la thématique de la peur. Donc, en fait, les élèves ont, dès le début de l'année scolaire, assisté à un spectacle qui a pu se faire malgré le contexte et la fermeture des salles, puisque c'était une pièce qui s'est baladée dans les établissements scolaires, donc dans les CDI, dans les salles de classe, les salles de motricité. Et donc, dès le début de l'année scolaire, pour qu'ils commencent à se questionner sur cette thématique de la peur, on leur a demandé d'écrire sur un petit morceau de papier ce que c'était que la peur pour eux. Donc, on a eu des réponses, certaines très attendues, comme la peur, c'est le noir, c'est les serpents, les monstres, voilà, des choses un petit peu classiques. Et on a eu des choses aussi beaucoup plus surprenantes, qui étaient très prometteuses pour la suite du projet, comme la peur, c'est le vide, c'est un sentiment très fort, c'est de ne pas avoir confiance en soi. Donc voilà, on a initié ce projet-là à travers ces premières questions. Et ensuite, les araignées philosophes, qui sont des médiatrices, sont intervenues en classe vraiment pour continuer à faire s'interroger les élèves sur cette question de la peur, du courage, à travers plein de petits ateliers différents, et en les faisant produire aussi. Donc elles leur ont fait faire des cartes d'identité de la peur, elles les ont fait dialoguer avec leur peur, voilà, à travers plein de petites séances comme ça, pour les amener à réfléchir et à décaler un petit peu leur regard par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe. Et ensuite, dans un second temps, les élèves ont aussi suivi un parcours d'atelier plutôt théâtre et mise en voix par rapport à ce qu'ils avaient écrit pendant les premières séances. Donc ça a permis et c'est ce que permettent les projets d'éducation artistique et culturelle en règle générale, mais c'est vraiment de décaler le regard par rapport à ce que les élèves ont l'habitude de faire en classe. Et là, avec le contexte, ça a permis aussi de créer une bulle un petit peu plus une bulle d'évasion, et aussi avec plus de liberté, sortir du cadre qui était cette année un petit peu rigide. Donc voilà, ça a été d'autant plus important. Très bien. Merci Marion. Alors, je suis dans mon établissement, j'ai envie de monter un projet. Qui peut le porter? À qui je dois m'adresser? Peut-être que Clément, tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour à tous. Oui, en tant qu'enseignant, je vais essayer de vous donner quelques éléments, même si Marion nous en a déjà donné quelques-uns. Alors, si je vous dis que tout le monde peut monter un projet EAC, c'est vrai, mais je vais essayer d'être un petit peu plus précis quand même. Il faut dire que l'EAC n'est pas purement scolaire, mais pour le domaine scolaire, il touche les écoles, les collèges, les lycées. Donc déjà ça embrasse beaucoup de monde, hein, et dans les lycées évidemment j'intègre les lycées professionnels parce que je le précise parce que parfois on a tendance à les oublier un peu, et il y a de jolies choses qui peuvent s'y faire. Alors tu l'as dit Marion, ça peut être un enseignant tout seul, mais souvent c'est quand même bien quand c'est une équipe, et il y a aussi beaucoup de projets qui sont portés par la direction, par la vie scolaire, hein, les CPE avec les délégués des agendas 21 par exemple. Ça peut être aussi les services médicaux avec les infirmières qui montent des projets d'EAC. Donc on est vraiment sur un très grand potentiel d'action. Alors, à qui s'adresser, hein, une fois qu'on a envie de monter un projet, d'où qu'il vienne. Moi, je vais essayer de vous donner les 3 contacts principaux pour monter un partenariat, parce que si un adulte peut monter un projet autonome, hein, avec ses envies, ses propres moyens, ses propres objectifs, c'est toujours quand même beaucoup plus riche quand on rencontre un partenariat avec un lieu, et notamment avec le monde artistique ou scientifique d'ailleurs, hein, c'est de la culture scientifique, fait partie aussi de l'EAC. Alors je voudrais commencer par le contact le plus visible. Le plus visible, c'est pousser la porte d'un théâtre, d'un musée, d'une médiathèque, mais aussi pourquoi pas des archives, de lieux patrimoniaux. Ça peut être des jardins remarquables aussi, vraiment tous ces lieux institutionnels où vit la culture peuvent être vraiment des portes d'entrée intéressantes, et surtout elles sont maillées à peu près sur tout le territoire.
Dans ces lieux de culture, il faut que vous sachiez qu'il y a un service médiation dont c'est vraiment le travail de faire le lien avec le public et en particulier avec le public scolaire. C'est leur métier, donc c'est très facile d'entrer en contact et ensuite de demander un entretien avec un médiateur, une médiatrice, un service de médiation. Vous pouvez aussi rentrer, et c'est la deuxième possibilité, par quelque chose qui est peut-être plus local, par vos collectivités territoriales. Il se passe beaucoup d'actions dans les mairies, les départements, les régions, les collectivités de communes. Et comme aujourd'hui c'est l'IDAC qui nous convie, évidemment là on est sur une agence culturelle d'un département, celui de la Gironde, où les contacts sont vraiment très faciles. Le troisième contact auquel il faut penser, et c'est peut-être le plus, je dirais, le plus polyvalent, c'est le service culturel du rectorat, puisque chaque rectorat a une DAC, D-A-A-C, délégation académique pour l'action culturelle. Tu disais EAC, mais on dit aussi parfois action culturelle. C'est toute une équipe de conseillers, de professeurs relais, de référents culture. C'est tout un réseau tissé dans tous les établissements qui peuvent vous donner des contacts. Alors je disais le plus polyvalent parce qu'en fait il concerne tous les domaines artistiques. Ça va de la lecture au patrimoine, à la culture scientifique, je le disais tout à l'heure. Et surtout, ça se déploie sur absolument tous les territoires. Voilà, tous les départements d'une académie, voilà, sur toute une académie. Voilà, donc ça, c'est les trois contacts extérieurs privilégiés avec lesquels vous pouvez monter un partenariat. Si j'ai encore un tout petit peu le temps, j'aimerais dire aussi que c'est important de parler de son projet au sein même de son établissement. Il faut que la direction elle soit au courant, il faut que le conseil d'administration ait pu valider le projet d'un point de vue pédagogique, bien sûr, mais aussi parfois pour allouer un budget. Et puis aussi, il y a des inscriptions, quelques échéances à respecter. Alors on en parlera un peu plus tard, mais sachez quand même que pour l'éducation nationale et l'Académie de Bordeaux, il y a un nouvel outil qui s'appelle Adage, qui est beaucoup plus simple que les précédents et qui est à la fois un outil d'inscription, mais aussi dans lequel on retrouve beaucoup d'informations, notamment sur une cartographie avec tous les lieux de culture de l'Académie de Bordeaux. Ça, c'est vraiment très pratique. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres applications possibles, et notamment pour faciliter des demandes de formation et la mise en réseau de tous ces projets. Bon, voilà, j'aimerais juste terminer, si j'ai pas été trop long, en disant que quand on a envie d'un projet et qu'il y a eu un premier contact, que ça soit avec un médiateur, que ça soit avec un lieu de culture, une collectivité ou la DAC, eh bien, ça devient toujours tout de suite plus simple. Puisque quand on est en réseau, les informations circulent et donc le projet va prendre forme bien plus facilement. Le premier contact étant le plus important. Très bien. Donc pour résumer, 3 interlocuteurs possibles, 3 possibilités d'interlocuteurs. Donc pousser la porte d'un lieu culturel, une collectivité territoriale ou la DAC, qui sont aussi disponibles pour répondre aux questions éventuelles. Voilà, il peut aussi se trouver quand même dans les établissements des personnes ressources. Je pense à tous les référents culture qui sont déployés un peu partout. Souvent aussi, les professeurs documentalistes, je dois dire, jouent ce rôle de pivot de circulation des informations. Ils ont quand même l'habitude du montage de projets. Et puis aussi, il y a des personnes qui ont fait de l'EAC pendant longtemps et qui ont toujours un bon petit conseil à vous donner autour de la table de la salle des profs. Très bien. Alors pour parler un petit peu pédagogie, du coup, je m'adresse encore à toi Clément, on peut se questionner, se demander si l'éducation artistique et culturelle est éloignée des programmes de l'éducation nationale. Est-ce que l'éducation artistique et culturelle, ça fait perdre du temps dans le programme ?
Ah, très bonne question. Tout de suite, tout de suite on cherche. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose vraiment sur le terrain. Alors, pardon d'être un peu peut-être institutionnel, mais je voudrais, juste avant de répondre, de rappeler 2 ou 3 petites choses. D'abord, l'éducation artistique et culturelle, elle fait partie des missions de tous les enseignants. Voilà, et de toute la communauté pédagogique, éducative d'un établissement. Donc déjà, ça fait partie de nos missions à part entière. C'est un peu le cas aussi depuis 2015 avec les 4 parcours qu'on doit faire vivre à nos élèves. Donc le parcours d'éducation artistique et culturelle, le PEAC, à côté du parcours avenir, du parcours citoyen et du parcours santé. Chaque enseignant, chaque adulte doit apporter, doit contribuer auprès de ses élèves à donner des informations, des expériences, des connaissances sur ces 4 thématiques. J'aime bien rappeler aussi que dans les derniers programmes scolaires, même si on en parle un peu moins, l'histoire des arts est toujours présente avec des thématiques, avec des périodes. Alors c'est vrai qu'elle est un peu, elle fait partie du PEAC. Elle est peut-être un peu moins visible qu'avant, mais elle est toujours présente. Donc on peut dire que l'EAC fait partie quand même des grandes missions de l'enseignant. Alors après, pour répondre quand même à ta question un petit peu taquine, c'est vrai que parfois quand on monte son premier projet d'éducation artistique et culturelle, on le voit parfois un petit peu comme une respiration pour l'enseignant, on le voit peut-être aussi comme une autre manière de travailler avec ses élèves, un pas de côté, mais qui reste toujours éducatif. Et pour ceux qui en ont fait l'expérience, même si on n'entrevoit pas tout de suite les transformations chez ses élèves, eh bien, en quelques rencontres, en quelques partenariats, en quelques ateliers, on voit tout de suite qu'il y a des transformations qui s'opèrent. Et ça n'est pas que des transformations qui améliorent le relationnel, le climat de travail. Encore que ça, c'est vraiment visible. Moi, je le vois avec ma classe de 6e spectacle. Au bout de quelques semaines dans le projet, l'ambiance de classe, mais donc l'ambiance de travail, est très différente. C'est beaucoup plus fluide. Il y a souvent de la confiance qui s'installe, on s'est un peu livré, on s'exprime mieux, on se connaît mieux. Et du coup, on gagne beaucoup de temps en classe. Beaucoup de temps en classe pour répondre à ta question. Et puis quand vient un peu l'expérience, ou quand on est plusieurs à co-construire ce projet, eh bien, on arrive aussi à expliciter vraiment des compétences, parce que tu l'as rappelé avec les 3 piliers de l'EAC, on parle de connaissance, connaître des œuvres, connaître des lieux. On rencontre des personnes, on échange avec elles, donc il y a des capacités d'expression, des capacités d'écoute. On s'ouvre aussi à des choses extraordinaires qui nous sortent de notre quotidien. Et tout ça, c'est des compétences qu'on arrive très vite à valider. Et je dois dire que le socle commun de connaissances et de culture, je vous le rappelle, eh bien, il est très pratique pour tous ces projets. Alors moi, j'ai monté plusieurs projets, parfois un peu seul, parfois vraiment en équipe, et puis parfois ça s'est construit au fur et à mesure. Et même si au début, on est un peu interdisciplinaire, c'est-à-dire que chaque matière y trouve un peu son compte séparément, assez vite, on arrive à converger nos directions, même à converger les compétences et les connaissances qu'on développe et faire vraiment ce qu'on appelle du transdisciplinaire, c'est-à-dire proposer un projet où toutes les compétences de toutes les matières se retrouvent dans un même objet, dans une même expérience. Et là, il n'y a pas que des habitudes qui se transforment. Il y a des compétences langagières, il y a des compétences d'analyse, il y a des outils d'expression et d'échange. Et que dire du développement un peu de la créativité, de l'imaginaire et de la sensibilité, qui sont des items présents dans le socle commun. Alors, tu me demandais si c'était plus de travail. Eh ben, comme un cours, je suis quand même obligé de dire que monter un projet, ça demande un peu de temps, mais j'ai pas l'impression que ça en demande beaucoup par rapport à tous les bénéfices qu'on peut entrevoir. Et même s'il y a beaucoup de partenaires qui interviennent, les artistes, les médiateurs, et puis les professionnels de la culture,
c'est vrai que l'enseignant, il reste le responsable pédagogique de ses élèves, même si il y a des apports que l'artiste, qui n'est pas un enseignant à part entière, moi, je peux vous l'assurer, il y a quand même des artistes qui ont cette sensibilité pour la transmission, qui donnent un vrai intérêt aux enfants, qui sont de futurs adultes. Et puis, à côté de ça, en parallèle, il y a bien sûr des enseignants qui ont petite sensibilité artistique ou scientifique, une petite envie de s'ancrer un peu plus dans la vraie vie et de donner un peu un sens à ce qu'on peut apprendre à l'école. Voilà. Un projet n'est pas magique, il se travaille, il se construit, il s'améliore, il s'affine. Mais en ce moment, quand même, moi j'aimerais rappeler que c'est peut-être quand même quelque chose d'essentiel dans la motivation à l'école. Très bien, merci. Donc tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure de cette vie de classe qui change, qui a amélioré du lien entre les élèves entre eux, mais aussi entre l'enseignant et les élèves. Donc ce côté un petit peu plus sensible, peut-être que Thomas, tu peux nous faire part aussi de ton expérience, puisque tu as pas mal d'expérience aussi. Tu as mené pas mal d'ateliers avec différents groupes d'élèves, oui. De très petits, je crois, jusqu'au lycée. Oui, de l'école primaire au lycée, principalement au collège, et depuis, je dirais, 7 ans à peu près, moi, que je fais ça. Parce que j'ai toujours considéré que mon travail de metteur en scène ou de comédien sur des spectacles devait s'accompagner forcément d'une rencontre avec les écoliers, les plus petits ou les plus grands, parce qu'ils n'ont pas forcément les codes du théâtre, et que je pense qu'un parcours, c'est aussi pour eux un éveil à qu'est-ce que c'est que de venir fréquenter un lieu ou une œuvre. Parce qu'en fait, ils ne l'ont pas, ou ils l'ont perdu. Pourquoi? Mais des choses aussi bêtes que pourquoi on applaudit après un spectacle, comment on se prépare à un spectacle, il y a des gens en face, enfin voilà, des choses très très simples. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant, c'est qu'on revient à la base complète de c'est quoi le spectacle vivant. Ce qu'on peut oublier un peu, quand on l'étudie dans le livre, un comédien, un artiste, un metteur en scène vient venir et va l'incarner en disant moi, voilà ce que je fais, voilà mon métier, voilà comment on peut le faire avec vous. Donc ça donne une touche complète de concret à l'intérieur d'un cours qui va être un peu plus figé, même si les cours sont pas figés. Et c'est vrai que, moi j'insiste aussi sur un point qu'on n'a pas trop dit, c'est le collectif de la classe qui se perd beaucoup malheureusement au lycée. Alors là, je trouve qu'il y a vraiment tout un boulot à refaire dans le lycée, vraiment de AC, parce que la classe n'existe plus. Ou c'est la sous-classe, quoi. Et même au collège, c'est un âge où c'est très important d'être ensemble. Bon, là, en plus, le Covid a séparé beaucoup les gens. Et c'est vrai que c'est des parcours où on est tous ensemble à travailler, quoi. Et les cartes sont rabattues. C'est-à-dire que très vite, les meneurs vont être peut-être un peu impressionnés. Les gens très timides vont se révéler. On se redécouvre tous, parce que tout d'un coup, on repart tous à zéro. Même ceux qui ont déjà fait un peu de théâtre ou pas, on est tous en cercle. Déjà, ça change beaucoup quand on commence à pratiquer aussi, on va dire le théâtre, si on parle du théâtre, mais c'est pareil avec la danse, avec le chant ou quoi. C'est vraiment une manière de détruire, on va dire, le côté plus protocolaire de la salle de classe, et puis d'apprendre à être ensemble, à s'écouter, à regarder l'autre, à apprendre de l'autre. Et ça, je trouve que pour en revenir au programme, c'est essentiel, parce que c'est vraiment on gagne du temps. Et pour donner une petite anecdote, par exemple, moi j'ai fait tout un travail autour de Claude Gueux, parce que c'est un spectacle que je fais dans ma compagnie, et on fait tout un travail autour de Victor Hugo, avec des troisièmes par exemple qui sont largués, clairement, et en lycée pro par exemple, autour de Victor Hugo, et en fait ils se rendent compte que Victor Hugo peuvent agir dans leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent « Ah mais d'accord, nous on nous le fait étudier, on pense que c'est un petit peu barbant, mais en fait, ça peut servir, quoi. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est vrai, c'est réel. Ah ouais, Victor Hugo, il était vachement rock, en fait, comme mec, j'avais pas capté, en fait, à quel point il était dissident. Parce que des fois, comme il le relie, on va dire, à la porte d'entrée éducation nationale, école, ils se rendent pas compte en fait que les artistes c'est des vraies personnes, quoi. Baudelaire c'est le Booba de l'époque, entre guillemets, je caricature, mais il faut que ça devienne beaucoup plus concret pour eux, et ça le devient parce que moi je crois beaucoup au choc, la théorie du choc, quoi. Nous on est là pour provoquer une rencontre, un choc, alors ça va marcher, ça va pas marcher, mais après
quand ça s'entrechoque, il y a du mouvement, et dans le mouvement, il va forcément naître quelque chose. Et dernière chose, le AC n'a pas une finalité en soi qui est définie en amont. Ça peut être n'importe quoi, en fait. On peut créer un spectacle, dans le meilleur des cas, ça peut être super, il peut y avoir une petite restitution, il peut y avoir rien du tout aussi. Il peut y avoir une restitution juste dans le cadre de la classe, ou inviter une autre classe à venir. Ce qui est génial, c'est qu'on peut faire du cas par cas. Il n'y a aucune recette dans le AC, quoi. Et même, on peut faire de la broderie au fur et à mesure, se rendre compte en fait très vite que avec cette classe-là, l'idée c'est que non, on va peut-être pas partir sur une restitution, mais on partira sur une autre chose. On peut se filmer, Donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'un résultat. Et le résultat, il est à construire avec l'intervenant, le prof, et de toute façon ça se fait vraiment en lien, et aussi avec comment la classe réagit. La classe généralement elle est à fond, mais si elle l'est un peu moins, mais on trouve des manières de faire vivre un peu ce parcours-là, quoi. Oui, tu as raison de parler de ça, de cette restitution, cette idée de restitution-là qui n'est pas forcément obligatoire sur un parcours d'éducation artistique et culturelle, et cette espèce de cheminement, d'expérience qu'on vit tout au long et puis qui évolue aussi et qui peut aussi évoluer par rapport à ce qu'on avait prévu dès le départ, et c'est plutôt intéressant aussi. Oui, et puis on voit vraiment des enfants se transformer parce qu'on le fait vraiment pour eux. Mais moi, j'aime bien aussi dire que c'est un vrai dialogue entre une équipe artistique et une classe. C'est que ça sert aussi l'équipe artistique, le AC. C'est pas que centré pour des élèves. Moi, je l'ai toujours considéré comme ça. C'est qu'en tant qu'artiste, on se nourrit énormément aussi du lien avec une classe parce qu'ils nous renvoient plein de choses. Ils peuvent nous renvoyer des doutes. Ils peuvent nous renvoyer aussi vraiment une dose de réel que des fois, nous, c'est pas qu'on n'est plus habitué, mais qu'on questionne moins. Et tout d'un coup, ça va dans les deux sens. Et quand ils comprennent aussi qu'en fait, on a besoin d'eux, et que c'est pas juste que pour eux, il se passe quelque chose, et il y a vraiment des transformations d'élèves en l'espace des fois de peu de temps. Encore une fois, je rajoute, le temps n'est pas... on peut en 3 heures, par exemple, vivre quelque chose déjà de très bien. On n'est pas obligé d'envisager des parcours trop longs. Bien sûr, il peut en avoir de 15, 20 heures, mais 3 heures avec un spectacle en amont ou un spectacle qui vient après, ça peut suffire pour redécaler en tout cas comment la classe se comporte aussi. Et l'intervenant extérieur, ce qui est génial aussi de l'artiste, c'est que lui, il donne pas de notes. Donc déjà, ça, c'est très important dans la relation. On le revoit pas, ou on le revoit peu. Donc c'est quelqu'un qui est une sorte de page blanche avec qui on peut écrire quelque chose, alors que le prof, il est là sur toute l'année. Il y a toute la logique derrière aussi du prof. Donc il peut être là aussi pour pointer du doigt quelque chose qui ne va pas dans la classe. Ce qui est plus simple par rapport au prof qui, lui, doit gérer sa classe toute l'année. Donc en fait, nous, on a un peu la casquette. À la fois, on peut être soit hyper sympa et ça se passe super bien, soit on peut aussi avoir la casquette beaucoup plus... on peut pointer du doigt avec quelque chose qui ne va pas du tout et crever l'abcès aussi. Ce qui peut permettre... Et moi, j'ai eu cette situation-là où tout d'un coup, moi, je viens et je dis ce que je vois, et tout d'un coup, ça révèle la parole, ça la sort, ça la libère, et la classe va beaucoup mieux par la suite, parce que les choses sont dites. Et alors que dans l'espace court de 55 minutes, on n'y arrive pas, parce qu'il y a le programme, mais c'est normal en fait, parce qu'on a nos habitudes, parce qu'on est assis toujours à côté de la même personne, et que là, l'intervenant, il arrive avec autre chose. Donc en fait, c'est ça et aussi, c'est le dehors qui arrive au collège. Et ça, au collège, à l'école, au lycée, et je trouve que tu le disais, de relier vraiment au réel, au dehors, ça ne peut être que bon par rapport au programme, et de rappeler en fait que l'art, ce n'est pas une discipline scolaire, c'est un art de vie, c'est une manière d'être au monde, mais c'est pas la sensibilité, c'est pas une matière qu'on peut vraiment c'est difficile à apprendre, la sensibilité, mais on a besoin de, c'est pas avec des notes, c'est avec des rencontres, c'est avec des mots, c'est avec des choses qui peuvent se passer aussi bêtes que se passer de l'énergie en cercle, mais ça va nous permettre ensuite de mieux comprendre un texte, de mieux comprendre un auteur, de mieux comprendre un spectacle qu'on va voir, parce que des fois on est un peu largué, on n'a pas les codes quand on a 12 ans, quoi. Très bien, merci. Donc on l'a compris, le parcours d'éducation artistique et culturelle participe vraiment à la formation du sensible de l'individu. Peut-être que nous avons quelques questions sur le chat, Julia.
Merci beaucoup. J'ai en effet quelques réactions et 2 questions que j'aurais aimé mettre en partage. La première réaction, c'était par rapport à l'intervention de Marion au tout début sur le métier de professeur documentaliste. L'envie était faite sur le chat de préciser que c'était souvent des professeurs à l'initiative de projets EAC et souvent référents culturels dans les établissements. Pour les questions, une première que je mets en partage, je suis professeure de physique et j'aimerais monter un projet EAC. Est-ce que je peux le faire avec mes élèves ? Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, nous avons parlé de Théa, de Victor Hugo, etc. Donc peut-être plus, on a peut-être plus fait référence à des professeurs de français. Effectivement, je suis professeure de physique. Est-ce qu'un parcours d'éducation artistique et culturelle oui, alors c'est vrai que la question trahit peut-être un malentendu qui reste un peu en suspens de temps en temps. Je le répète et j'aime à le répéter, tous les enseignants et même tous les adultes ont une pierre à apporter à l'édifice de l'éducation artistique et culturelle. Alors parfois on la résume aussi à des interventions artistiques, mais il faut rappeler quand même que la culture scientifique fait pleinement partie de l'éducation artistique et culturelle. Donc bon, là on est sur un enseignant qui est plutôt d'un domaine scientifique et pour lui, les lieux de culture, ça va être se tourner vers un laboratoire de recherche, vers un espace environnemental éventuellement ou naturel, vers une université, un labo d'université, etc. Mais je dois dire que ça ne l'empêchera pas aussi de créer des projets de type, on va dire, plus artistique. Et à titre d'exemple, moi j'ai côtoyé un enseignant de physique, physique-chimie, qui avait un atelier magie dans son établissement et qui faisait travailler ses élèves des effets, donc un effet spectaculaire, avec une restitution en public, mais des effets physiques, des effets chimiques, des effets optiques, et aussi quelques effets psychologiques, justement, quand on monte un spectacle de magie. Donc là, vraiment, on était au carrefour du scientifique et de l'artistique. Quand on cherche un peu art et science, c'est quand même deux dynamiques très fortes, qui ont des méthodes différentes, mais qui ont peut-être un dessin quand même un peu commun. Voilà, donc oui, en effet, tout le monde, et je l'encourage, cet enseignant, ce collègue, à se lancer dans l'aventure. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de préciser, Clément, il existe effectivement énormément de liens entre les sciences et les différents arts, autour du cirque et de la science, par exemple, avec toutes ces notions d'équilibre, de poids, de légèreté, etc., qui peuvent être envisagées. Par exemple, c'est qu'un exemple que je donne, mais pour concrétiser un petit peu la chose. D'autres projets là, que j'ai en tête aussi avec des artistes qui travaillent autour de la pyrotechnie, notamment, et des enseignants de sciences ou de mathématiques qui ont pu aussi faire l'expérience de parcours d'éducation artistique et culturelle autour de cette discipline. Voilà, ça existe et c'est très riche. Cette transversalité en fait entre différents enseignements est possible et très riche. Oui, c'est-à-dire aussi, c'est bien d'en parler un peu, mais un spectacle ou une œuvre d'art, c'est aussi derrière un gros travail technique et technologique. Donc c'est quand même des outils qui servent à exprimer par la démarche artistique. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a de la matière. Donc nous avons survolé donc toute cette première partie de table ronde. Peut-être que sur cette seconde partie et pour continuer cette table ronde, il pourrait être intéressant de s'interroger plus particulièrement sur le rôle du médiateur culturel et savoir à différents niveaux comment il intervient, quel est son rôle de manière un petit peu plus précise. Du coup, je ne sais pas. Qui veut prendre la parole ? Est-ce que Marion, tu veux commencer ? Ouais, je vais repréciser les rôles de chacun, que ce soit le rôle de l'enseignant, le rôle de l'artiste ou le rôle du médiateur. Et puis après, si jamais Clément ou Thomas, vous pourrez compléter. Donc l'enseignant, c'est plutôt la personne qui va être à l'origine du projet, qui va avoir un désir de proposer quelque chose à ses élèves.
Le médiateur, ça va être quelqu'un qui est à la fois un facilitateur et un coordinateur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accompagner l'enseignant dans la construction du projet, en fonction de si l'enseignant a l'habitude de monter un projet ou pas du tout. Il va pouvoir l'accompagner dans le choix, donc moi je parle vraiment pour le spectacle vivant, mais donc dans le choix des spectacles. Il va pouvoir l'accompagner aussi dans le choix de l'artiste ou de la compagnie avec lequel il va souhaiter travailler en fonction de la thématique du projet qu'il a envie de mener. Il va pouvoir aussi le conseiller sur les types de dispositifs et notamment de financement qui peuvent être adaptés en fonction de l'envergure du projet que l'enseignant a envie de mener. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va aussi faire le lien entre ensuite l'artiste, la classe, resituer le projet, etc. etc. L'artiste, quant à lui, et là encore Thomas, tu n'hésiteras pas, si jamais j'oublie des choses pour moi, donc c'est vraiment quelqu'un qui va proposer le contenu de l'atelier en co-construction avec l'enseignant évidemment, et qui va intervenir en classe, et tu le disais tout à l'heure justement, avec un rôle complètement différent du rôle de l'enseignant dans son rapport aux élèves notamment, qui va pouvoir se permettre peut-être une plus grande liberté dans la relation aux élèves, et voilà. Donc, ça fait redite un peu avec ce que tu disais, mais c'est super important. Et parfois, ça peut perturber l'enseignant dans sa relation aux élèves, de voir que ça se décale, et que l'artiste qui intervient va pouvoir se permettre des choses ou aller vers des choses vers lesquelles l'enseignant ne va pas forcément. Donc c'est important pour l'élève aussi de voir que l'artiste qui intervient n'est pas dans la même démarche, comme tu disais, il vient du dehors, donc il y a vraiment une différence de posture par rapport à l'enseignant. Et ce qui est très important pour qu'un projet se déroule bien, c'est qu'il y ait une vraie co-construction entre le médiateur, l'artiste et l'enseignant, et que ça profite à tous. Comme disait Thomas tout à l'heure, un projet d'éducation artistique et culturelle, ça profite pas uniquement aux élèves, ça apporte autant aux artistes, aux élèves, aux enseignants et aux médiateurs et aux médiatrices, évidemment. Voilà. Oui, peut-être pour ajouter, l'artiste est vraiment le complémentaire de l'enseignant, et ça, il y a toujours une relation qui se tisse entre les deux. On se met toujours d'accord avant, donc en fait, il y a toujours un temps avant l'atelier, on va prendre la situation type, où l'enseignant et l'artiste sont ensemble. On comprenne bien comment on va fonctionner. Il y a la méthode de l'enseignant, la méthode de l'artiste, et de toute façon ça se réinvente à chaque fois par rapport à la classe, par rapport à l'enjeu même du moment, s'il s'est passé quelque chose une semaine avant. Donc il ne faut pas envisager pour un professeur qui aurait envie de faire ça une sorte de prise en otage de sa classe, pas du tout par un artiste. Au contraire, c'est vraiment comment on va travailler ensemble. Donc l'artiste aussi s'adapte. Il ne faut pas envisager juste l'artiste qui est là et qui ne s'adapterait pas. Ça se fait vraiment dans les deux sens. Et on se met d'accord. Des fois, il y a des enseignants qui veulent faire les jeux avec nous, par exemple, c'est possible. Moi, je sais que je lui dis, non, je préfère que vous vous mettez à côté, vous regardez, profitez de cette séance-là pour observer vos élèves, effacez-vous, après vous en reparlerez. Mais ça dépend vraiment, chaque intervenant, et c'est aussi pour ça que le choix de l'intervenant, et là où le médiateur intervient, est crucial. Chaque intervenant a sa manière de fonctionner, des méthodes plus ou moins douces, plus ou moins directes, plus ou moins... voilà. Et ça, c'est ça qui fait la richesse du projet, c'est qu'après, chaque intervenant a sa manière de faire. Donc, en tant qu'enseignant, c'est aussi de trouver, affiner un peu son envie, de savoir, moi, ce que j'ai envie, mais ça se fait vraiment petit à petit, quoi. C'est simple, en fait. Il ne faut pas imaginer que c'est une intrusion trop brutale de l'artiste dans la classe, quoi. Oui, c'est ce que disait Marion, l'importance de la co-construction. C'est ce que tu dis aussi. Et l'échange, la communication entre l'artiste, le médiateur et l'enseignant est du coup primordial. Ouais, moi, si je peux me permettre, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je crois que c'est bien aussi de prendre un peu de recul parfois sur l'EAC, et j'ai l'impression qu'il faut aussi rappeler qu'en fait c'est un accord entre deux ministères.
c'est 2 ministères qui se sont mis d'accord pour partager les objectifs, les moyens et l'envie de l'éducation artistique et culturelle. Et donc, l'enseignant qui est dans son ministère de l'éducation nationale et l'artiste qui est au ministère de la culture, avec les médiateurs d'ailleurs, c'est vrai qu'on a besoin de tisser des liens. Alors, les ministres, à l'époque, continuellement se mettent d'accord. Le pivot, nous, sur lequel ça se passe dans les établissements, c'est vraiment le pivot entre l'enseignant et le médiateur ou la médiatrice qui est là aussi pour faciliter la communication avec les artistes, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes langages, les mêmes vocabulaires, on n'a pas tout à fait non plus les mêmes temps de travail, les mêmes contraintes. Donc c'est vrai que des fois c'est bien que ça soit un peu plus fluide. Et ce médiateur, son travail, c'est qu'il connaît les parties en présence et il sait faire. Alors tu le disais, ça se prépare. Une rencontre, oui, et je crois que le médiateur, il donne des informations de la classe, qu'est-ce qui se passe, quel est le niveau, est-ce qu'il y a des thématiques de travail, etc. Alors, ça n'est jamais une commande faite à un artiste, c'est pas possible, on prépare pas un atelier artistique comme on prépare un cours. C'est pas tout à fait pareil, même si c'est une formation artistique, une expérience. Mais malgré tout, le médiateur, pour moi, c'est une des plus-values qu'il a à l'enseignant. C'est là où il peut enrichir la compétence de l'enseignant, c'est qu'il connaît bien les intentions artistiques, il connaît bien les artistes avec qui il travaille, il connaît bien le contenu des spectacles quand c'est des spectacles ou des œuvres ou des productions. Et donc, il peut permettre d'ajuster avec le public concerné. Et puis il y a un autre pan quand même aussi qui est un peu plus dans l'organisation, mais c'est vrai que ça donne aussi beaucoup de confort à l'enseignant de savoir qu'on a à côté de nous, en partenariat, une personne qui sait monter des projets. Ça fait partie de votre métier, de votre formation même. Et si nous, de temps en temps, on peut avoir quelques craintes sur tout ce qu'il y a à faire, monter un budget prévisionnel, respecter les échéances, ça fait aussi partie de l'EAC malgré tout. On sait que le médiateur culturel, normalement, il est plus au clair que nous dans certains cas. Voilà, on ne va pas louper les appels à projets fin du mois de juin. Merci beaucoup, Clément. C'est très agréable d'entendre parler de la médiation comme ça. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer ce tour de table, nous pouvons évoquer quelque chose que volontairement nous n'avons pas voulu aborder avant. Voilà. Donc le contexte du moment, la crise sanitaire, etc. Malgré tout ce qui s'est passé, énormément de choses ont pu avoir lieu. C'est-à-dire que les enseignants et les artistes et les médiateurs ont pu continuer à créer, inventer et essayer de maintenir énormément de choses. Peut-être qu'on peut faire très rapidement un petit partage d'expérience sur ce qui a malgré tout pu avoir lieu et aboutir. Alors certes, pas tel que c'était prévu à la base, mais quand même, énormément de choses ont pu se faire. C'est un peu le paradoxe aussi de la crise, comme on l'a vécu, c'est que, moi je le disais toujours aux élèves, c'était les seuls à pouvoir voir des spectacles à un moment donné, parce qu'on a pu jouer dans les salles de cours, primaire, collège, lycée, c'était tout. Donc c'est vrai que finalement cette année on a beaucoup rencontré les élèves, et ça a fait un bien fou. Et c'est vrai que le masque, il existe et il existera encore la saison prochaine un peu, certainement, mais on s'est rendu compte en le faisant les ateliers, et même des fois en jouant masqué, ce qui est quand même particulier, que quelque chose se passe quand même, vraiment. C'est que, alors c'est horrible à dire, c'est pas qu'on oublie le masque, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus fort qui est la rencontre artistique, le partage, les œuvres qu'on est en train de défendre. Et ça a un prix plus haut en fait que le Covid, et je trouve qu'il y a une urgence à faire des projets comme ça, parce que ça a réintégré du lien avec des élèves qui ont eu des périodes de confinement, des classes qui ont été par demi-classe. Voilà, il y a une peur, je pense que là on va avoir une vague de peur de retour
à l'école pour certains, en tout cas, on va dire dans une école plus normale, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que la demi-classe, c'est vachement bien, on se rend compte que la visio, ça a fait des dégâts, on se rend compte que les confinements, enfin, c'est assez délité, quoi. Et je pense que des projets comme ça peuvent permettre, même si on est masqué, même si l'intervenant est masqué, etc., ça sera jamais un frein. Parce qu'on l'a éprouvé cette année, et au pire du pire, même s'il y a encore des épisodes douloureux, ça sera... Je pense pas qu'on changera, ça sera comme ça. Et du coup, moi, par expérience, cette année, on a beaucoup fait des ateliers, des spectacles en salle de classe. Et ça s'est super bien passé. Ça fait un bien à tout le monde, aux enseignants aussi, parce que du coup, ça fait un appel d'air, parce qu'il y a des spectacles, parce qu'il y a de l'art, aux élèves et aux artistes. Donc en fait, voilà, et au théâtre aussi, parce que c'est une manière pour les théâtres de continuer à garder le lien. Et je pense que ça, c'est hyper important pour ce qui nous attend, quoi. Clément, rapidement. Oui, en 2 mots, tout simplement, je vais prendre l'exemple de ma 6e spectacle. On avait un projet, une classe de 6e, où on voit beaucoup de spectacles dans l'année. L'intervention artistique, elle a pu se passer. Elle a été un peu adaptée, hein, l'intervenante s'est très bien adaptée au contexte. On a fait un peu plus de mise en voix que de choses avec des contacts et collectifs, mais ça a très bien fonctionné. On a pu voir, comme tu le disais, un spectacle dans une salle réservée, et on a même pu faire venir 2 autres classes de l'établissement. Donc finalement, presque dans ce cas-là, c'était un peu plus d'envergure. Le 2e spectacle, on a pu le voir, mais en fait, on l'a fait venir dans l'établissement scolaire. Donc là, c'était un vrai tour de force. Toutes les équipes artistiques, techniques, administratives, elles étaient là parce qu'elles avaient aussi besoin de voir des spectacles à ce moment-là. C'était au creux de l'hiver, c'était un peu difficile, mais c'était vraiment très très fort. Et là aussi, on a pu faire venir tout un niveau, voir une pièce. Donc c'était super. On a pu faire la visite de théâtre. Juste, on a choisi le bon moment. Alors c'est vrai qu'on était en demi-groupe. C'est vrai qu'on a fait attention à plein de choses, mais l'espace était réservé. Et donc on a entièrement respecté les règles. Alors c'est vrai que pour nous, c'était plus facile parce qu'on a pu se déplacer à pied au moment où les transports en commun étaient... ça c'est vrai que c'est une vraie contrainte. Et finalement, on va finir notre projet presque entier. On va juste un peu céder au numérique pour finir et faire un petit clip vidéo de la fin et leur montrer un film à la place d'un dernier spectacle dans une médiathèque quand même. On était un peu abattus à certains moments, et puis en fait ça s'est maintenu grâce à l'énergie, au militantisme de chacun. Et je voudrais rajouter juste une chose, c'est que le AC s'adresse aussi à des établissements qui peuvent être très très loin des villes. On en a fait l'expérience, tu parlais de tout ce qu'on a pu faire dans le Médoc, mais il ne faut pas penser que parce qu'on est un établissement scolaire un peu loin que c'est peut-être pas pour nous, c'est peut-être plus simple s'il y a un théâtre vraiment à côté. On peut vraiment être dans un établissement rural avec aucune pratique artistique au début et fédérer quelque chose vraiment autour du spectacle vivant, c'est vraiment possible. Donc les enseignants là qui nous écoutent, il faut pas avoir peur. C'est pas du tout un dispositif pour on va dire la ville ou pour les villes de taille moyenne. Ça s'adresse vraiment à tous les établissements. Très bien, c'était bien de le préciser. Merci à tous pour ces échanges très riches. Qui, je suis sûre, auront donné envie à un maximum d'enseignants de faire un parcours d'éducation artistique et culturelle l'année prochaine. Je suis sûre que vous êtes tous à fond là d'un coup. Et pour terminer cette table ronde et parler un petit peu du sensible et s'en rendre compte un petit peu plus concrètement, on va vous proposer une petite capsule audio qui illustre bien ce dont on vient de parler tous ensemble. Merci. Au cours de la saison 2021, le TNBA s'est invité dans des établissements scolaires pour proposer des ateliers de lecture à haute voix. Le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux nous a ouvert ses portes pour un atelier de 2 heures avec la comédienne Bénédicte Simon. Au programme, échanges et lecture autour de la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce avec des élèves de première. Cette captation sonore vous est proposée en partenariat avec l'ANRAT dans le cadre de l'opération Le 27 mars, les enfants du siècle prennent la parole. Donc vous allez commencer mais vraiment on va faire un exercice très simple, c'est-à-dire que vous allez dire chacun vos prénoms et j'aimerais qu'en fait l'intervalle qu'il y a entre chacun d'entre vous, c'est-à-dire le premier intervalle, ça va être le tien, ça va être le vôtre, ça inscrit un rythme et une dynamique, d'accord ? Vas-y, tu choisis un partenaire. Guillaume. Valentin.
Carla. Victor, Loïc, Léon, Mathieu, Arnaud, Louki, Quentin. Est-ce que déjà il y a des trucs que vous avez... Est-ce qu'il y a au moins une chose qui vous a intéressé? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vous a intéressé dans la pièce? Vous avez compris de quoi ça parlait déjà? Oui. Ouais, ça parle de quoi? D'un frère qui rentre et qui en fait n'a pas vécu avec sa famille durant leur enfance. Et du coup, il a probablement pas été éduqué de la même manière. Il réfléchit pas de la même manière. Et du coup, son frère, il lui en veut beaucoup de ne pas avoir été là. Ouais. Il y a des gens qui veulent rajouter des choses, oui? C'est l'histoire d'un homme qui rentre dans sa famille, qui n'a pas vu depuis très très longtemps, qui n'a pas vécu avec lui, qui est malade et qui rentre justement pour leur annoncer qu'il est malade, dans le seul objectif de leur annoncer qu'il est malade. Et ça se passe tellement mal à ce repas, et après, je me suis arrêté là au repas, que en fait il repart de la maison sans avoir annoncé qu'il était malade et qu'il allait mourir, et encore plus triste que quand il est arrivé. On va définir qui est Suzanne, qui est Antoine, et puis peut-être qui est Catherine. C'est bon. Et qui est Louis. Et qui est la mère, d'accord? Et c'est des pôles en fait, d'accord? Allez-y. Faites un pas dans l'espace. Ouais, tu peux être désagréable. La même force que t'as, mais t'as pas besoin de rapprocher. Est-ce que tu peux être désagréable? Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles? Tu es désagréable. Ce n'est pas imaginable. Moi? C'est de moi? Je suis désagréable? Tu ne te rends même pas compte. Tu es désagréable. C'est invraisemblable. Tu ne t'entends pas. Tu t'entendrais. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Elle est impossible aujourd'hui, ce que je disais. Je ne sais pas ce qu'elle a après moi. Je ne sais pas ce que tu as après moi. Là, ce que je vous ai fait faire, c'est comment vous pouvez prendre en charge un texte et petit à petit qu'il devienne vôtre. Et en fait, pour ça, vous vous rendez bien compte, mais ça c'est du travail d'acteur, c'est qu'il y a un endroit où si vous êtes, il y a un rapport à la présence à soi-même qui est important de travailler. C'est exactement comme un sportif en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit toujours être choisi, mais ça induit quelque chose dans la parole. C'est-à-dire que moi, si je me mets comme ça, et si j'écoute comment ça parle, petit à petit, en fait, je vais me mettre à parler comme ça, puis petit à petit, en fait, je parle avec l'énergie de mon corps. Donc, en fait, l'acteur, son travail, c'est de savoir comment, organiquement, il arrive à trouver des chemins avec son corps pour que la parole, qu'elle soit concrète pour lui, et du coup, pour le spectateur, et pour la situation. Merci de votre participation. Ouais, au début, on se sentait peut-être un peu perplexe par rapport à ce qu'on allait vivre. On n'était pas sûr de ce qu'on allait découvrir ou quoi. Au début, on s'est ouais, c'est un peu bizarre là, ce jeu de se passer des couleurs. Et au final, on voit que ça nous amène vers quelque chose de mieux et qu'on s'intègre bien dans la chose. Et du coup, c'est enrichissant. Et après, on découvre surtout les autres, les camarades de classe et même les camarades de d'autres classes d'une autre manière. Difficile de prendre la parole alors qu'on n'était pas au courant. Enfin, je ne savais pas que j'allais devoir me lever et tout. Mais c'est vrai que ça peut être bien pour certaines personnes qui aiment bien faire ça, mais c'est quand même difficile. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y a eu une évolution quand même constante par rapport aux a priori de ce qu'on allait faire et aussi au niveau du stress parce que moi je stresse un peu. Mais de passer là devant tout le monde, au début c'est très stressant mais au final on arrive quand même à se lâcher, se libérer et du coup j'ai bien aimé, c'était cool. Nous revoici à l'écran. On a terminé la première partie. On remercie toutes les intervenantes et intervenants du débat à l'instant qu'on vient de terminer. Vous avez vu aussi un petit podcast qui, je l'espère, a pu vous donner envie de participer à des ateliers l'année prochaine. Tout de suite, on va passer à l'étape suivante, c'est la ressourcerie. Jingle. Quelques petites explications dans un premier temps. Qu'est-ce que la ressourcerie? Donc, c'est un ensemble d'outils de médiation qui ont été créés par les membres et les structures du réseau médiation de l'IDAC. Ici, on en a une belle illustration réalisée à la main par Véronique elle-même. Et je vais lui laisser la parole tout simplement pour nous présenter les outils. Donc bonjour, je suis ravie de vous présenter la ressourcerie. Alors j'avoue, j'ai hésité longtemps avant de choisir ce support. Je pensais venir avec une pancarte, un caddie.
j'ai opté pour le porte-carte. Mes cartes sont un peu ratées, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a 35 partenaires en total. Et chacun de ces partenaires est capable de vous proposer un outil de médiation par rapport à sa programmation ou par rapport à la pratique qui est développée dans ce lieu. Je vais choisir, comme par hasard, 4 cartes pour illustrer mes propos. Villeneuve, rock et chanson. Et le TNBA. Et comme je suis un petit peu chauvine, je l'avais repéré depuis le départ, la manufacture, CDCN, oui, parce qu'en fait, je suis médiatrice à la manufacture CDCN. CDCN, Centre de développement chorégraphique national, avec la musique en plus, parce que c'est classe. Chacun de ces lieux présente donc différents outils, au moins un en tout cas, et je vais peut-être, je suis très indécise, qui peut m'aider à choisir un premier lieu pour en parler? Moi, je veux bien t'aider si tu veux. Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon. Alors à Villeneuve-d'Ornon, il y a plusieurs lieux de diffusion de spectacles, mais je crois que le mieux, ce serait que je demande à Pedro Busca, de venir m'en parler plus précisément. Mais je crois que là... Ah mais il y en a des trucs là quand même. Hein. Je m'en rapproche. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Nous sommes en train de pénétrer dans l'enceinte de nos salles de spectacle. Alors effectivement, nous avons différentes salles de spectacle à Villeneuve-d'Ornon. Nous avons le théâtre Méliès, nous avons la Maison des Arts Vivants, un auditorium, et puis nous avons la salle Le Cube. Le Cube, on s'est inspiré évidemment de cette grande aventure du Rubik's Cube pour créer une immersion tout à fait originale, tout à fait différente, pour découvrir les coulisses, les loges, la scène, les gradins, et puis également l'espace restauration, accueil. Au cours de cette visite, chaque enfant va découvrir des personnages, des costumes laissés là par les artistes qui viennent de quitter le lieu. Il va falloir résoudre, Véronique, des énigmes dans un temps compté. Effectivement, le stress monte. Le petit livret est là pour inscrire les mots que l'on va trouver et pouvoir reconstituer le puzzle, l'énigme. Je m'approche fébrile du premier coffre qu'il va falloir que j'ouvre avec la bonne combinaison. Ça y est, je l'ai. Est-ce que tu peux m'aider? Là, vite, il reste plus beaucoup de temps. Ah! Je découvre à nouveau des enveloppes. Tu veux bien ouvrir, Véronique? Oh, un puzzle. Oui, il y a encore un mot à trouver. Vite. C'est ça. Tu étales les mots, tu recomposes. Et tu t'aperçois qu'on est en train de parler de musique, de théâtre, de cirque, de danse. Et que toutes ces esthétiques sont abordées dans ces différentes visites. C'est l'objet de ces rencontres immersives et récréatives. Alors évidemment, les équipes collaborent, coopèrent. C'est aussi ça l'intérêt de ce jeu, c'est toute la coopération, l'échange d'informations que l'on va se passer. Et puis dans un second temps, on a également une projection vidéo qui est proposée pour découvrir le panel des métiers de la culture. Alors évidemment pas tous les métiers, mais on engage un débat, une discussion avec les enfants de façon à leur faire découvrir au maximum tout ce qui se passe avant, pendant, après un spectacle, toutes les équipes impliquées, tous les métiers, pas simplement d'ailleurs des spectacles vivants, mais également de toutes les dimensions culturelles que nous pouvons rencontrer, des arts plastiques à la littérature, en passant par le spectacle vivant. Pedro, justement, tu parles d'enfants, mais c'est à partir de quel âge, jusqu'à quel âge qu'on peut faire cet escape game? Alors à Villeneuve-d'Ornon, nous avons 3 salles. Nous avons la découverte de l'auditorium pour les enfants de 6 à 10 ans. Nous avons la découverte de la salle Le Cube pour les enfants donc de 11 à 14 ans. Et puis nous avons bien sûr pour les lycéens et même les adultes qui voudraient venir, la salle du théâtre Méliès, où on peut également devenir soi-même un artiste en fait, en pratiquant les différentes esthétiques des arts de la scène. Mais on n'arrive pas comme ça et tu nous proposes la visite, on doit réserver, je suppose. Oui, il y a une réservation à faire auprès du service culturel de la ville
Et bien sûr, toutes les classes intéressées, d'où qu'elles viennent dans le département, seront accueillies à bras ouverts lors de cette grande aventure. Mais ça fait vraiment peur alors ? Ça peut faire peur pour peu qu'on soit pris dans l'ambiance musicale et dans l'effet d'entraînement du jeu et la coopération qui s'engage entre tous les élèves. Bon, il est temps de le faire. Merci Pedro. À bientôt. À bientôt. Alors ensuite... Véronique, tu voudrais pas nous présenter la mallette de la manufacture ? Allez, je suis chaud, comme disaient les jeunes. Je suis chaud, ouais. Oui, ça tombe bien, parce qu'en fait, je le fais souvent. Je le fais souvent, ça. Ça, c'est un rendez-vous que j'ai régulièrement dans l'année. Alors, je ne suis pas toute seule, j'ai d'autres collègues qui peuvent le faire. Donc, la mallette n'est pas une mallette, ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de mallette, c'est juste une clé USB. Et dans cette clé USB, nous avons 10 extraits de films. On n'est pas obligé de tous les voir. On essaie d'en voir un certain nombre. Et en fait, le principe est tout simple. On regarde l'extrait vidéo, on l'observe dans un silence magistral. Et à la fin de l'extrait vidéo, on va poser toujours une question. Ça, c'est un truc que je fais souvent quand je me trompe. Ça fait partie du métier. Donc, on pose une question et c'est « Qu'est-ce que l'on vient de voir ? Peux-tu me décrire ce que tu viens de voir ?» Donc, juste pour vous donner un petit peu l'ambiance, on va le tester. Je vais le tester sur vous, les filles, si vous voulez bien. Donc, l'extrait que vous allez voir est un extrait d'un extrait, parce que c'était trop long sinon. Les extraits, en général, c'est entre 2-3 minutes, mais vraiment pas plus. Là, on a fait plus court et on va essayer de faire comme dans la vraie vie. C'est parti. Il a bisous, pas bisous. Eh ben non, il n'y a pas bisous. Alors, là, donc en général, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière réapparaît comme à l'instant, et je me tourne vers la classe et je leur dis donc, qu'est-ce que vous venez de voir ? Juste avant d'avoir vu l'extrait, je les avais quand même un petit peu préparés. Je leur avais dit, soyez attentifs à qu'est-ce qui se passe. Alors vous allez me dire, ça danse, ok, on est d'accord. C'est un lieu effectivement où on va danser, mais est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus le type de danse que vous venez de voir ? Ensuite, je vais leur demander d'être attentifs aux costumes, à la scénographie ou décor. Ça, après, c'est des mots que l'on va développer ensemble, on va pouvoir y revenir dessus, sur est-ce qu'il y a de la musique ou pas. Et surtout, ce qu'on essaie de faire en même temps, c'est d'analyser l'image d'un point de vue juste technique. Certes, un film, mais un film de quoi ? Est-ce que c'est un film de spectacle, un film qui vient du cinéma, un film documentaire, un film d'archives, etc., etc. Donc là, j'ai déjà tout dit. On vient de voir l'extrait, je vous remets dans le contexte. Je me tourne vers les élèves. Alors les élèves, ça peut être des élèves de CP jusqu'au lycée, mais j'ai aussi pu faire des interventions auprès de groupes en dehors de tout établissement scolaire. Et c'est toujours pareil, je demande toujours la même chose. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez vu ? Un couple qui danse. Alors, il n'y a jamais de mauvaises réponses. Elles sont toutes bonnes. Je les prends toutes. Et je ne fais aucun commentaire. Sauf là, évidemment, parce qu'il faut que je vous explique, mais je ne fais aucun commentaire. Je laisse la parole se libérer dans la classe et petit à petit, on va amener des éléments qui vont pouvoir compléter ce qui a été vu d'un point de vue historique ou technique. Donc on continue. Des portées acrobatiques ? Des portées acrobatiques. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir dans le public ? Non, ils sont trop timides. Une jolie robe. Une jolie robe. Alors ça, moi, quand j'étais petite, ça me faisait rêver. Et je leur dis aux élèves, je rêvais de ça. Et je leur demande après, mais ce film, ça serait quoi comme genre de film ? Un film d'amour ? Ok. Donc c'est vraiment un film d'amour, mais amour très léger. Mais est-ce qu'on peut dire un peu plus que film d'amour ? Est-ce que c'est un film d'action ?
Est-ce que c'est un film qui fait peur? Ça n'a pas l'air de faire peur, un film de danse et d'amour? Alors, c'est d'amour, mais bon, je vais vous aider un petit peu. En fait, nous sommes dans un film qui s'appelle une comédie musicale. Wow. Bravo. C'est exactement ça, c'est une comédie musicale. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait, à l'époque, nous sommes à une époque où, en fait, aux États-Unis, c'est pas super joyeux quand même. Il y a eu la crise économique et les Américains ont besoin de se distraire. Et à ce moment-là, l'industrie de la comédie musicale va exploser. Et ce qui est très important de savoir, c'est que monsieur Fred Astaire, que l'on voit à l'image avec son beau costume en queue de pie, va être une star qui va, comme ça, être vue par des millions de personnes, ce qui n'était pas possible dans le cadre d'un spectacle à l'intérieur d'un théâtre. Mais surtout, ce qu'on va voir apparaître, c'est que la danse dite populaire, la danse de salon, va devenir un moment de spectacle. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, ce que nous essayons aussi d'amener dans notre préparation à la venue du spectacle, c'est d'essayer de faire la différence entre ce qui va se passer dans la danse que l'on peut pratiquer dans la rue et la danse qu'on va pratiquer dans un théâtre. Et ça a des incidences sur la danse. Et en l'occurrence, ici, ce qu'il faut savoir, et ça on le découvre au fur et à mesure de la mallette, c'est que Fred Astaire a inspiré Michael Jackson. Et que Michael Jackson, on le retrouve un peu plus tard dans la mallette. Et les gamins font de suite le lien entre les deux. On a un autre extrait de notre comédie musicale qui a eu lieu 10 ans plus tard. Mais cette fois-ci avec 2 personnes dites complètement différentes. Et ça aussi. Et donc, en fait, de fil en aiguille, on arrive à parler de danse avec tout le monde, mais en s'appuyant, et ça j'insiste, en s'appuyant sur les remarques qui auront été faites par l'ensemble des personnes qui participent à la mallette. Alors, Véro, c'est passionnant, Ah, c'est super intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils à nous montrer? Mais je voudrais juste finir. Cet outil, en fait, vous allez voir, pendant que j'interviens, je ne donne pas nécessairement des dates, des noms. L'important, c'était vraiment d'échanger. Et à la fin de l'intervention, on distribue auprès de chacun des participants un petit livret dans lequel va être ramenée la mémoire avec un petit dessin qui évoque l'extrait qui a été proposé. Les dates vont être inscrites, le titre de l'œuvre qui a été présentée, ainsi qu'un petit laïus qui dit beaucoup mieux que moi tout ce que j'aurais pu dire pendant l'intervention. Voilà. Et oui, il y a d'autres outils, je sais, bon, ça va. Alors, je le fais à contre-cœur, parce que c'est ma chanson préférée. Mais... Ouais. Allez, on y va. Alors, j'ai envie de prendre le TNBA parce qu'il y a une jolie couleur verte qui apparaît à cet endroit-là. Et justement, au TNBA, j'ai entendu parler d'une visite des coulisses, mais alors sur un autre mode que celui que nous a présenté Pedro. Et il me semble que Charline aurait pu m'en dire un petit peu plus, mais je ne la vois pas. Ah, Véro, oui. Charline est déjà au TNBA, je crois qu'elle nous attend. Oh, c'est vrai? Oui. Salut les filles, je suis devant le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine. Ce centre dramatique national est dirigé depuis 2014 par Catherine Marnas, une metteuse en scène. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour la visite des coulisses. Allez, venez, suivez-moi. Ben Charline, t'es où? Je suis là, à côté de la servante. La serre quoi? La servante, Laureline. Cette lampe allumée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur les plateaux de théâtre. Ça évite les accidents et les mauvaises surprises. Et on raconte même que les soirs de relâche, les fantômes des personnages viennent rejouer les scènes. Bon, ça me fait froid dans le dos. On allume les lumières, non? Je suis actuellement dans la salle Vautier. C'est la salle historique du TNBA. Et ici, c'est la cage de scène. Elle est entièrement noire, comme vous pouvez le voir. Ça lui permet d'absorber la lumière et de s'adapter à toutes les esthétiques. On l'appelle également la boca en espagnol, comme la bouche, parce que c'est un énorme gouffre noir. Au-dessus de moi, il y a les dessus de scène. Ah bah tiens Margot, coucou. Mais puisque t'es là, tu veux pas nous dire 2 mots sur ton métier? Salut Charlie. Moi je suis régisseuse plateau. Le régisseur plateau, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est mise en place de décors, des rideaux ou de l'ensemble de la machinerie nécessaire au spectacle. La machinerie, c'est tous ces effets un peu magiques, c'est-à-dire que moi je fabrique de la magie. Je suis capable de faire tomber de la neige, des petites explosions ou disparaître des objets. Ici, on est dans les cintres. C'est l'endroit où on manipule toutes les perches et les porteuses, qui sont ces longs tubes noirs sur lesquels on accroche des projecteurs, des rideaux ou l'ensemble des éléments nécessaires au spectacle et à son montage. Ben dis donc Margot, ça en fait des cordes. Attention, ça porte malheur. On dit plutôt fil ou guinde. Ah Laureline, trop tard, je suis tombée sous la scène. Ici, nous sommes dans les dessous de scène. C'est un espace qui permet de faire apparaître ou disparaître des comédiens ou des éléments du décor.
C'est un espace qu'on ne fait pas visiter d'habitude pour des raisons de sécurité. Bande de vénards. Tout va bien là-dessous? Oui, tout va bien, je remonte. Ce qui est super avec cette salle, c'est qu'elle est entièrement modulable. Ici, par exemple, je me trouve sur un gradin totalement rétractable. En bas, on peut enlever tous les fauteuils de la fosse d'orchestre et venir placer un proscénium pour agrandir l'espace scénique. C'est vraiment un super espace de jeu. Et puis franchement, quel décor! Regardez-moi ce plafond, on dirait une coque de bateau retournée. Vous avez envie de voir le plateau en activité? Allez, c'est par ici. Donc merci Charline, c'était super. Je suis ravie d'avoir pu te voir dans cet exercice assez incongru pour nous. On n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice, mais c'était super. La prochaine fois, je ferai la même chose, promis, juré. En tout cas, on a un dernier petit carton à vérifier, hein, c'est celui de Rock et Chanson. Et là, alors j'avoue que je suis impatiente d'avoir les explications de Marc, qui va nous rejoindre dans pas très longtemps, là, parce qu'en fait, il va nous proposer de présenter les boîtes électriques. Et j'ai découvert cet outil il n'y a pas très longtemps. J'ai pu l'expérimenter avec des enseignants qui ont participé à un dispositif EAC qu'on partageait avec Rock et Chanson à la manufacture. Et c'est assez bluffant. Donc là, j'espère qu'on va être encore une fois bluffé. Marc, à toi, merci. Bonjour, donc moi je travaille à Rock et Chanson. Donc Rock et Chanson, c'est une scène de musique actuelle, donc un lieu culturel où on fait de la musique actuelle, c'est tout ce qui n'est pas musique classique, pour faire très court. Donc ça regroupe quelques musiques. On a une salle de concert, on fait de l'accompagnement de groupes en train de se professionnaliser, beaucoup d'amateurs qui viennent dans nos locaux de répétition, une école de musique qui va de 4 ans jusqu'à beaucoup plus adultes, 80 parfois, des gens qui se mettent à la musique pour faire du rock, du rap, du reggae, du jazz. Voilà. Donc on travaille un peu sur tout ça. Et beaucoup d'actions de médiation, qui soient dans les cadres d'actions d'éducation artistique et culturelle dans le milieu scolaire, de la maternelle jusqu'à l'université, ou parfois dans des EHPAD, dans des hôpitaux, voilà, auprès de plein de publics différents, parce que tout le monde peut faire de la musique. Et les boîtes que tu vas nous présenter, elles sont destinées à un public en particulier d'une certaine tranche d'âge ou c'est pour tout le monde? Au départ, on les a mis en place pour monter nos cours d'éveil à Rock et Chanson, d'éveil musical pour les 4-6 ans. On ne voulait pas faire que de la percussion et du chant, même si c'est super. On se disait qu'il y avait une autre diversité musicale dans nos esthétiques. On voulait aussi faire du rock, du blues, du jazz. Donc on a travaillé sur un outil numérique pour que les enfants puissent utiliser tout ça, alors que à 4 ans, prendre une guitare dans les mains ou une basse, c'est un peu compliqué. Et histoire de ne pas les frustrer tout de suite, on a pris d'autres outils pour ça. Et si on n'est pas professionnel, si on n'a jamais touché un instrument de musique de notre vie, est-ce que c'est envisageable de s'en sortir ou qu'est-ce que tu en penses? Oui. Est-ce que ça va être une catastrophe, l'essai qu'on va faire à l'instant, ou ça ira? On va pas tarder à le savoir. Très bien. Je préfère pas donner de jugement de valeur, c'est de l'art. Non, l'idée première, de toute façon, de notre pédagogie à Rock et Chanson, c'est faire que ce soit accessible sans connaissances théoriques, ou technique auparavant, pour parler vraiment musicalité. C'est ce qu'on fait, même en cours de guitare. Quand j'ai un élève en guitare, on va jouer et petit à petit, on va peut-être parler théorie, on va parler d'autres choses pour aller là où on a besoin d'aller. Un élève qui veut faire du punk, je ne vais pas passer 3 heures à lui parler d'harmonie classique. Ça n'aurait pas trop de sens. Donc on va plutôt parler d'énergie, de comprendre un peu ça. Et on a voulu faire ça avec des enfants de 4 ans. Donc on l'a développé et petit à petit, en venant intervenir dans des actions de médiation auprès d'écoles maternelles du quartier, puis élémentaires, on a de plus en plus de profs qui nous ont dit c'est super, mais vous faire intervenir, ça a un coût, malheureusement. Quand est-ce que vous nous les laissez? Sauf qu'à l'époque, il fallait avoir beaucoup d'ordinateurs, de logiciels. Donc on a créé un module autonome aidé par la région Nouvelle-Aquitaine, par l'IDAC, par des structures qui nous ont permis de travailler un peu
ce développement d'outils. Donc maintenant, il est autonome, c'est 2 sacs, et on peut le mettre à disposition des enseignants pour jouer tout de suite, même sans connaissance ni technique, surtout pas informatique, ni musicale. L'idée, c'est de vraiment découvrir des pays, des instruments, des artistes assez facilement, sans avoir de prérequis. Et on l'a testé avec des gens qui vraiment n'étaient pas compétents en informatique et en musique. Comme moi. Moi, j'ai cité personne. Donc voilà le principe de base. Et là, aujourd'hui, on le met à dispo. Donc le contenu, on va le voir, il y a plein de morceaux de musique dedans. Et on va s'en servir, ce sera plus simple. Et dans les morceaux qu'il y a dedans, il y a plein de morceaux qu'on a créés nous. Donc il y a une trentaine de morceaux qu'on a créés, parce que pédagogiquement, ça permettait de découvrir une zone géographique Cuba, La Réunion, où il y a des morceaux de Maloya, des morceaux de salsa. Du rock, du blues, voilà plein de choses qui nous parlaient. Et petit à petit, on s'est mis à mettre des vrais artistes à l'intérieur plutôt que nous créer. On est aussi artistes en tant que pédagogue et dans ce qu'on crée, mais des artistes existants que les élèves peuvent aller rencontrer aussi sur des moments de médiation. Ce qu'on a fait dans le cadre des petites scènes avec l'IDAC, avec tout ce collectif. Donc sur toute session des petites scènes, on met 1 ou 2 artistes dans les boîtes qui viennent enregistrer en studio exprès pour qu'on puisse travailler là-dessus. Donc là, j'ai mis un morceau de Louise Weber qui devait être sur la dernière tournée des petites scènes, qui reviendra à un moment. On va avoir du live bientôt, ça revient. Est-ce que vous voulez essayer? Vous pouvez venir à 3. Attends, on a un placement. Il y a une chorégraphie, non, je dois me mettre là. Hey. Tu nous dis quoi faire. Hein. Alors, essayez de trouver comment ça marche. Ça fait de la musique, mais je sais pas comment. Il faut imaginer que vous êtes un enfant de 4 ans et vous tapez un tout petit peu plus fort quand on vous donne un objet. Et sur le chemin, bonheur caché, félicité. Et des petits bouts de rien. Alors du coup, je vais vous censurer. J'aime bien ce moment où les enfants sont super frustrés. T'as le même réflexe que les enfants, dès qu'il y a la batterie, tu te mets à danser. J'adore les enfants de 4 ans, dès qu'il y a plein d'instruments, dès que la batterie commence, ça danse. Du coup, est-ce que vous avez compris comment ça marche? On tape dessus et ça propose des loops. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il y a dans chacune des boîtes? Comment on peut trouver ça? C'est toujours quelque chose qu'on essaie de construire avec les enfants, de se dire... Alors les boîtes, on peut en mettre 8 en même temps, ce qui est déjà beaucoup d'événements à entendre. Et quand les enfants jouent, très rapidement, personne ne sait ce qu'il a dans sa boîte, parce que tout le monde a tapé en même temps. Et on essaie de structurer, mais on essaie de le faire avec eux. Moi, j'aime bien partir du chaos pour structurer avec eux. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte orange qu'on vient d'entendre? Celle qui tourne actuellement, c'est la orange ou... Ouais, et c'est quoi comme instrument alors? Ça ressemble à... C'est des instruments... Un vent. À vent, jusque-là on est plutôt pas mal. Et on travaille sur ça avec les enfants aussi, c'est-à-dire compréhension des instruments, donc on va arriver avec des photos d'instruments, ou des fois ils vont les dessiner eux-mêmes. On va faire un lien, parce que les actions de médiation, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait un lien avant et après dans la classe. Chaque fois que je me tourne vers là. Qu'il y ait un lien avant-après dans la classe pour qu'on ait vraiment... pas juste un temps d'animation, mais quelque chose qui est un vrai projet dans la classe. Donc vas-y, est-ce que tu peux l'arrêter? Et après, très rapidement, les enfants nous ont ramené l'idée, je crois qu'elle est là la caméra, les enfants nous ont ramené l'idée d'utiliser des gestes pour déclencher, pour arrêter. Et cette logique de chef d'orchestre qui, de prime abord, ne parle pas. Moi, je suis guitariste dans un groupe de rock, chef d'orchestre, on en voit rarement chez nous. Mais ça a amené cette notion-là qui amène du jeu collectif. C'est-à-dire que les enfants sont obligés de se regarder pour jouer ensemble, parce qu'il y a un chef d'orchestre qui va déclencher les boîtes, les arrêter. Et puis la concentration aussi de chacun, de ne pas taper tout le temps. Donc on a travaillé beaucoup sur des enfants en décrochage scolaire, mais les enfants tapent tout le temps, c'est normal. Hein. Les adultes sont pires. Je pense que les formations avec les profs sont pires que les enfants. Alors il y a quoi dans la boîte verte? Vas-y, essaye. La batterie. Donc si elle danse, c'est que c'est la batterie. Alors est-ce que tu peux l'arrêter? Du coup on va faire des gestes, par exemple de montrer du doigt ou d'arrêter le son. Non mais c'est très bien. Yes. Donc dans la boîte rouge, la voix. Il y a Louise Weber, en l'occurrence la chanteuse. Et dans la boîte bleue, on va pas tarder de couper. C'est des deux petits bouts de bois qu'on tape. Oui, je sais pas le vocabulaire, mais... C'est des claves. Mais justement, le vocabulaire, on va le développer et on va fournir aussi aux enseignants des imageries de tous ces instruments avec des descriptifs pour qu'ils puissent derrière pas être perdus. Pour découvrir avec les enfants. C'est pas grave de ne pas savoir quand on enseigne aux enfants, on apprend avec eux. Est-ce qu'on peut mettre les 4 en même temps? Est-ce que vous entendez les claves, les bouts de bois dont tu parlais là?
En vrai, parce que les profs, souvent, on a peur de ne pas maîtriser ce qu'on apprend aux enfants, malgré tout ce que je disais avant. En fait, on a une tablette qui permet de... Je vous laisse vous débrouiller à zoomer ça. Une tablette qui permet en fait d'avoir un écran de contrôle, de savoir ce qui est enclenché, ce qui n'est pas enclenché, pour pouvoir travailler avec les enfants sur l'écoute et un peu sur la structuration d'un morceau. Donc, ils vont structurer un morceau là-dessus, et on travaille avec des enfants à partir de 4 ans. On a fait même avec des plus petits, qui vont pouvoir en fait mettre tout ça en place. Et là, je crois que par le temps, on est complètement pris et j'ai absolument pas le temps de continuer. Oui, je vois dans l'oreillette. Donc on va arrêter là, mais voilà, c'est des projets qu'on essaie de structurer. On l'a fait avec la manufacture autour de la danse, on en a fait d'autres autour des sciences, par exemple sur l'enregistrement. On a fait enregistrer les enfants autour du théâtre, où les enfants se sont emparés eux-mêmes pour mettre les morceaux par rapport au tableau qui passait, où ils mettaient du coup un instrument qui représentait par exemple le Minotaure, dans Thésée le Minotaure, un autre qui allait représenter autre chose. Et tout ça s'est structuré en communiquant, en construisant ensemble avec les enseignants et très rapidement avec les élèves. Il n'y a rien de mieux que les enfants, ils en ont des idées, donc on va les structurer avec eux. J'ai une petite question, est-ce que l'emprunt de ces boîtes est payant ou est-ce que c'est gratuit, par exemple, s'il y a des enseignants intéressés? Alors, on le fait payant parce qu'il faut qu'on trouve un modèle économique. Par contre, dès qu'on fait une action de médiation ensemble, on va les mettre à disposition gratuitement sur l'action parce qu'on intervient déjà et qu'on a envie plutôt de garder plus de temps sur ce sujet, l'avant, l'après. Donc on va former les profs sur 1 heure. 1 heure, c'est en gros technologiquement ça prend 15 minutes et tout le reste c'est comment on en fait quelque chose pédagogiquement dans sa classe avant, après, le moment où l'artiste va venir, on va le rencontrer. Et dans ce cas-là, si nous on vient intervenir, on peut enregistrer des choses avec les enfants, on peut faire venir un artiste, là en l'occurrence Louise Weber, elle peut venir dans la classe pour jouer un morceau. Quand c'est dans ce cas-là, on va le mettre à disposition gratuitement, parce qu'on a aussi, on fait partie des outils de ressources de l'IDAC avec les boîtes. Et sinon, on va le faire, on va être obligé de trouver un financement, malheureusement. Et on est autour de, sur une année scolaire, on est sur 800 €, mais personne ne va le prendre sur une année entière, parce qu'il y a aussi d'autres programmes qu'il faut faire. Sinon, sur une période, on va être sur 200 € sur une période entre 2 vacances. Je pense qu'il y a peut-être des questions de la part des professeurs, éventuellement, sur le chat. Je ne sais pas si, Julia, tu peux nous répondre. J'ai en effet des réactions et des partages d'expériences, notamment une enseignante d'un lycée professionnel qui a eu l'occasion d'utiliser les boîtes et qui valide complètement le concept. On a aussi des questions, par manque de temps on n'a pas tout partagé, sachez que les réponses sont dans le chat, donc je vous invite ceux qui nous regardent à aller consulter le chat et peut-être à en profiter pour poser de dernières questions. J'ai une question là pour vous tout de suite. Pour utiliser ces outils, est-on obligé de passer par le réseau médiation ou peut-on contacter directement les scènes et les médiateurs? Je peux répondre. On n'est pas obligé de contacter le réseau médiation. On peut tout à fait directement se rapprocher de la médiatrice ou du médiateur qui est dans la scène qui nous intéresse, qui a l'outil qui nous intéresse. On peut peut-être remercier Marc pour son intervention. Merci Marc. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin. Véro ? Oui. Je voulais juste vous dire qu'effectivement, n'hésitez pas à aller sur les sites des différents lieux et comme ça de fouiller, de découvrir les outils qui sont proposés parce qu'en fait, on vous a présenté que 4. Il y en a plein d'autres à aller fouiller, à aller découvrir et vraiment, ça vaut le coup. Voilà, merci. Merci Véronique. Vous recevrez de toute façon, quoi qu'il arrive, dans vos boîtes mail, la liste avec tous les outils de médiation qui font partie du réseau de médiation de l'IDAC. Donc vous pourrez aller ensuite fouiller sur les sites comme vous le conseillez, Véro. On arrive à la fin de cette deuxième partie, la ressourcerie. On peut passer tout de suite à la troisième partie, le guide pratique d'un montage de projet. Jingle. Jingle. Alors, cette année a été conçu un guide de survie en milieu EAC. Et donc, on accueille tout de suite Meggy Cosson, qui travaille au Libournia et qui va nous présenter tout ça. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous présenter le kit de survie en milieu EAC. Donc, effectivement, je vous le présente parce que j'ai fait partie de ce réseau et de ces différents médiateurs qui ont contribué à ce kit de survie en milieu EAC. Et donc, je l'ai aussi illustré et mis en page. Donc, je suis très contente de vous le présenter. Et donc, ce kit de survie en milieu EAC, il va vous permettre à vous, en tant que professeur, d'avoir tous les outils nécessaires pour bien vous entourer pour un projet de EAC et notamment à la découverte d'eux. Donc voilà, vraiment, ça va être fait pour vous. Donc c'est un super outil.
Voilà, c'est un super outil qui est assez ludique et qui est bien réalisé dans son contenu, et donc il est agrémenté de quelques petites illustrations qui vont vous permettre de faciliter la compréhension, etc. Cet outil, il a été très bien construit aussi dans ses parties. Donc il y a une première partie qui est dédiée à vraiment la compréhension de l'EAC et vraiment le mettre en perspective notamment à la découverte 2. Donc on va vraiment voir avec ce kit de survie les arts de la scène, la musique actuelle, les écritures contemporaines pour le théâtre, et on va vraiment voir ensemble comment choisir en tant que professeur le thème qui est le plus approprié pour votre groupe. On va avoir aussi dans ce kit une méthodologie dans l'élaboration d'un projet comme celui du parcours à la découverte 2. Et donc on va avoir notamment des schémas, par exemple, qui vont vous permettre d'avoir différentes étapes, les échéances, etc. Et enfin, on va avoir aussi comment chaque partie prenante d'un projet EAC s'engage dans un projet. Et pour conclure, on a quelques outils pour écrire ensemble un pré-projet dans ce petit livret. Alors pourquoi il faut absolument vous le procurer ? Parce que c'est un document qui est vraiment dédié pour vous, les enseignants, et qui veulent vraiment faire des superbes projets avec leur groupe. Et que vous soyez initié ou débutant, voilà, de toute façon, ça reste quand même un outil important pour avoir des clés, des mémos. Voilà. Et puis bien sûr, ça vous familiarisera de toute façon au parcours EAC. Et avec ce kit, vous deviendrez vraiment un expert, j'en suis sûre. Vous deviendrez sûrement une référence incontestable de l'EAC. Donc bien sûr, toute l'équipe du réseau médiation, elle reste à votre disposition, et ainsi que les membres du réseau. Voilà. Donc de l'IDAC, pardon, et les membres du réseau. Alors du coup, dans le kit de l'enseignant, vous allez d'abord avoir le kit de survie en milieu EAC, vous allez avoir le guide des programmes départementaux à la découverte 2, et puis bien sûr les contacts du réseau médiation. Il y aura la fiche inscription pour le lycée, le formulaire d'inscription pour le collège, et le formulaire appel à projet second degré. Et enfin, les outils de médiation. Et donc tout ce kit vous sera envoyé à tous après l'émission. Voilà. Voilà pour moi. Merci les filles. Merci Meggy. Merci Meggy, c'est beaucoup plus clair. Peut-être qu'on a des questions, Julia ? J'ai des questions sur les modalités d'inscription pour compléter les informations données par Meggy, notamment peut-être Mathieu qui est dans le public pourrait répondre à cette question. Peux-tu nous expliquer comment on s'inscrit dans l'appel à projet jeunesse du département, s'il te plaît ? Ça marche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc pour le département de la Gironde, vous le savez, le département soutient chaque année de très nombreux projets. Alors, depuis tout à l'heure, nous sommes sur l'éducation artistique et culturelle, et bien évidemment, il y a d'autres projets, la citoyenneté, l'environnement, la santé. Mais dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté et à l'éducation artistique et culturelle, l'IDAC est notre partenaire, et bien sûr la direction de la culture du département. Il y a plein de dispositifs, donc c'est très simple pour s'inscrire. On peut croire que c'est compliqué, mais en fait, c'est très très simple. Vous allez sur un site, gironde.fr, parce que c'est le département de la Gironde, et vous faites gironde.fr/AP collège. Ou sinon, vous tapez dans votre moteur de recherche favori, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, projet, collège, Gironde, et vous allez arriver sur une page avec l'ensemble des dispositifs du département, il y en a plus d'une vingtaine, dont les 4 programmes de l'IDAC. Et là, vous allez voir, hop, vous choisissez à la découverte des musiques actuelles, par exemple, et vous sélectionnez tout simplement votre établissement scolaire. Voilà, Bordeaux, Édouard Vaillant par exemple, et donc là vous vous laissez guider, différentes questions assez simples, les objectifs, le déroulement du projet, le budget, c'est important, un budget équilibré, le partenaire artistique et culturel, votre nom en tant qu'enseignant ou n'importe quel adulte d'un établissement peut déposer un projet,
Vous allez jusqu'à la fin, vous le faites en une seule fois et vous cliquez sur valider, envoyer et c'est parti. Nous, on le reçoit, votre chef d'établissement le reçoit et ensuite, bien évidemment, votre chef d'établissement doit le valider. Et nous, on l'instruit et comme c'est un bon projet, on va le valider, il sera soutenu financièrement. Comme chaque année, on en soutient à peu près 800 par an. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, je vais rappeler la date, c'est souvent les mêmes dates. C'est avant le 30 juin cette année. Nous, c'est la fin du mois de juin. N'hésitez pas à le déposer dès maintenant. Ce sera plus tôt on l'a, mieux il sera instruit, mieux il sera soutenu. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci Mathieu. Super, merci beaucoup. Donc on arrive vers les filles, je me permets, j'ai une dernière question. Ah pardon, à vas-y, je t'en partager, prie. qui est à l'adresse de Clément plutôt, qui est aussi dans le public. En quelques mots, comment on s'inscrit auprès du rectorat, s'il te plaît? Merci. Alors oui, il y a 2 appels à projets puisqu'on est en partenariat, celui de la collectivité territoriale et je remercie cette question de me donner l'occasion de présenter l'appel à projet pour toute l'Académie de Bordeaux qui s'appelle Adage, qui vient d'ouvrir cette année en parallèle d'un nouveau site aussi de l'Académie de Bordeaux. Ce sont deux médias qui sont vraiment beaucoup plus simples d'accès. Et donc Adage, attention aux dates, hein, ça c'est vraiment important. Adage voilà, fermera pour les inscriptions le 21 juin. Il a été question du 15 juin à certains moments, mais voilà, je confirme que c'est bien jusqu'au 21 juin pour rentrer les grandes lignes de votre projet. Alors pour cela, il faut juste que votre direction soit informée, ce qui permet donc à votre principal, à votre proviseur, de vous ouvrir les droits pour que vous rentriez en quelques lignes votre projet, les grandes lignes du budget, les projets, les objectifs pédagogiques. C'est vraiment très rapide, hein, c'est fait en quelques minutes. Une fois que c'est un peu travaillé avec votre médiateur culturel, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ça va très vite. Donc il suffit quelques minutes jusqu'au 21 juin pour entrer sur Adage. Vous trouverez beaucoup d'autres informations, il y a des contacts de tous les partenaires. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une autre échéance importante, c'est qu'ensuite ou avant, ça dépend des établissements scolaires, il faut que vous fassiez valider votre projet au conseil d'administration. Alors vous pouvez le rentrer déjà dans Adage, hein, les grandes lignes. Ensuite, c'est validé, puisque de toute façon, toutes ces informations seront recentralisées vers vos chefs d'établissement qui ensuite donneront un avis et il y aura des commissions, etc. Mais l'objectif, c'est le bon moment pour monter vos projets. Là, on a un peu plus un mois pour monter ça en partenariat. Très bon projet. Merci Clément. Julia, il y a d'autres questions ou c'est bon? C'est bon. Ok, je voulais pas te couper le sifflet une deuxième fois. Merci beaucoup du coup à tous les intervenants, donc Clément, Mathieu et puis Meggy pour la présentation du kit de survie en milieu EAC. Vous l'avez compris, on essaye de tout faire pour vous faciliter justement la possibilité de monter ce type de projet sans aucune difficulté. N'oubliez pas que nous, on est là pour ça aussi, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter, qui qu'on soit dans la scène culturelle de proximité en fait, de votre établissement scolaire. On va s'approcher vers la fin de l'émission. Donc tout de suite, on va faire le clap de fin. Jingle. Jingle. Donc on espère avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions, un maximum tout du moins. C'est vrai qu'on est un petit peu pressé par le temps. On l'a dit tout à l'heure, mais je le rappelle encore une fois, s'il y a des questions qui ont été posées en ligne sur le chat auxquelles on n'a pas pu répondre à l'oral, il y aura une réponse écrite dans tous les cas. À la fin de cette émission, vous recevrez aussi dans votre boîte mail tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui et bien plus encore. Donc normalement, vous aurez vraiment tout le panel pour pouvoir mener à bien un projet sans aucune difficulté. Et je vais laisser la parole à Laureline, puisqu'on a un paquet de monde à remercier pour la création de cette émission, à commencer par Anna Safar. Oui, je prends mes petites notes. On remercie bien sûr l'IDAC et Anna tout particulièrement, pour qui on a une petite pensée. Le réseau médiation dans son ensemble, Annabelle et toute l'équipe d'Ask d'ailleurs pour leur patience et leurs compétences, l'équipe du pôle culturel Évasion d'Ambarès qui nous a accueillis chaleureusement aujourd'hui, les intervenants et intervenantes de cette émission et puis toutes les personnes qui ont participé à cette émission de près ou de loin.
Évidemment, on vous remercie, vous aussi, les personnes présentes dans la salle. Il n'y en a pas beaucoup, mais quelques membres du réseau médiation, les personnes qui sont derrière leur écran en train de nous regarder actuellement. Donc, on était en direct sur le YouTube et la page Facebook de l'IDAC. Et pour rencontrer davantage aussi les membres du réseau médiation, sachez que vous allez voir apparaître prochainement à votre écran nos petits visages sous forme d'alvéoles. On vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. C'était le premier épisode de la Fabrique de la médiation et on espère vous retrouver prochainement pour le second. À bientôt. Thank you.